bienvenue dans Débat d'experts et aujourd'hui nous allons parler économie et foot avec nos 3 experts du jour. Luc Arondel dont les titres et les travaux ne se comptent plus, il est directeur de recherche au CNRS, chercheur à la Paris School of Economics et il est aussi expert auprès de l'INSEE. Luc, bonjour. Bonjour. Et puis autre spécialiste en plateau avec nous, Vincent Chaudel, expert sport chez Kurt Salmon. Plus besoin de le présenter, dès qu'il s'agit de parler à la fois de foot, de business et de société sur un plateau, il est là et incollable. Vincent, bonjour. Bonjour. Et puis troisième expert, c'est celui que tout le monde connaît, Bernard Lamain, et pour cause, emblématique gardien de but du PSG dans les années 90, son brillant palmarès, demi-finaliste de l'Euro 96, vainqueur de la Coupe du Monde 98, vainqueur de l'Euro en 2000 et la liste serait longue. Et aujourd'hui, il tente de contribuer à l'essor économique de la Guyane, son territoire. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos projets et est-ce que finalement votre casquette de footballeur vous a permis cette réussite? Certainement, oui, certainement. Premièrement parce que quand vous êtes champion du monde, vous avez quelques portes qui s'ouvrent. Vous pouvez au moins exposer vos projets, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Ensuite, voilà, j'ai gagné un peu de sous, j'ai pu en économiser un peu et même pendant ma carrière, en fait, déjà pendant ma carrière, j'avais commencé à faire un peu de business, comme on dit, hein, donc, et notamment dans le sport. Donc j'ai développé une ligne de vêtements sportifs, j'ai eu un magasin de sport aussi. Et suite à ça, j'ai eu des propositions de projets. Et il y en a un qui a retenu mon attention parce qu'il est d'actualité. Donc on parle de ça en 1999. J'ai arrêté ma carrière en 2001 et on m'a proposé 2 projets et il y en avait un sur l'eau. Et ça a fait tilt tout de suite parce que la Guyane étant située en Amazonie, donc de l'eau nous en avons, mais nous n'en produisons pas. Nous n'en produisions pas. Donc je me suis tout de suite intéressé à ce sujet-là, d'autant plus que j'ai grandi dans ce contexte-là, donc la mer, la pluie, l'Amazonie, les fleuves. Et à ce moment-là, je voyage en Australie et dans l'avion, j'ai un dossier épais comme ça sur la situation de l'eau dans le monde. Donc à partir de là, voilà, toutes mes ressources sont allées vers ça parce que je me suis dit que je vais travailler pour mes enfants. Je vais mettre quelque chose en place, sachant que l'eau est une ressource qui devient de plus en plus rare. Donc c'est de l'embouteillage de l'eau. L'embouteillage d'eau, quoi. Donc j'ai créé Dilo, la première usine d'embouteillage d'eau en Guyane. Alors Vincent, est-ce que Bernard est un cas à part ou est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres des footballeurs qui finalement se développent comme ça, créent leur entreprise, créent des emplois, participent à l'essor économique? Désormais, il y a tellement d'intérêt entre les droits télé, les sponsors des clubs, des événements, mais aussi des sponsors individuels. Il y a beaucoup d'argent autour des sportifs. Ils ont souvent des projets qui leur sont proposés. Et donc, finalement, ce cas particulier que pourrait être Bernard, qui pourrait paraître particulier, finalement a tendance à se développer de plus en plus. Beaucoup de joueurs ont des sollicitations. Alors, ça a commencé d'abord par des commerces, puis par des marques de vêtements pour certains d'entre eux. Mais on les voit d'une façon générale s'investir dans l'immobilier ou sur d'autres projets. Non, cette dimension-là n'est pas nécessairement atypique. Elle est souvent, par contre, méconnue. Alors on parle bien souvent des salaires exorbitants des joueurs de foot, mais finalement, il faut voir un petit peu toute l'économie autour. Est-ce que c'est un sujet qui peut être traité? Pour moi, le football, c'est exactement le reflet de la société. Donc, je veux dire, c'est pas choquant, c'est simplement le reflet d'une société dans laquelle on vit. Donc, on la critique pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en termes d'inégalité, il y a des choses qu'on analyse en économie qui sont intéressantes. Ça s'appelle la théorie du ruissellement, le trickle down. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez amassé une richesse, il est de bon ton de faire descendre cette richesse le long de l'échelle sociale. Et c'est finalement, d'une certaine manière, ce que font certains joueurs de football, c'est-à-dire à travers une certaine redistribution. Ils redistribuent la richesse que la société leur a permis d'accumuler, et donc il est de bon ton de redistribuer. On peut voir ça comme ça. Mais il ne faut quand même pas oublier non plus que, selon une étude anglaise, il y a quand même
si on regarde vraiment le devenir des sportifs de haut niveau, et notamment les footballeurs, par exemple en Angleterre, il y en a quand même 1 sur 2 qui fait faillite au bout de 5 ans après avoir arrêté sa carrière. Donc effectivement, il y a tout aussi un travail d'accompagnement aussi de ces fortunes qui sont constituées au cours de la carrière des footballeurs. Alors ça serait le sujet d'un autre débat. Aussi, oui, oui. On va revenir sur le ruissellement de la richesse avec l'actualité en ce moment et notamment donc l'Euro 2016. Alors l'euro, est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce qu'au contraire on en gagne? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a eu des dépenses effectuées en amont. On a un chiffre, 1,7 milliard d'euros de construction et de rénovation des stades. Alors avant de savoir ce que ça implique dans l'économie, quel financement, Vincent? C'est privé, c'est public? C'est un mixte, mais c'est grandement privé. C'est vraiment la différence par rapport à 98, où on avait essentiellement mis 600 millions d'euros d'argent public, notamment aux 2/3 pour le Stade de France. Donc là, on est sur des investissements qui sont en gros à 80-90% privés, des PPP, des partenariats publics-privés, excusez-moi, dans certains cas, des projets complètement privés, celui de Lyon est complètement privé, et puis un peu d'argent public. La vraie différence entre 98 et aujourd'hui, il y a plusieurs différences d'ailleurs, c'est qu'on a investi dans des stades du championnat de France, et donc on peut espérer à travers cet euro de générer une dynamique dans le championnat de France lui-même. Et puis l'autre différence, c'est qu'effectivement, on a beaucoup d'argent privé parce que les finances publiques, notamment des collectivités, se sont relativement dégradées. Donc ces événements-là peuvent désormais exister essentiellement parce que les acteurs privés suivent, et derrière, ça va changer un peu la donne, c'est qu'ils ne suivent pas parce qu'ils sont mécènes, ils suivent parce qu'ils sont sponsors, ce qui suppose qu'il y ait un payback, un retour sur investissement. Ça veut dire quoi? Que les entreprises ont travaillé sur ces projets, donc finalement ça va remonter dans les bénéfices parce que ce sont des travaux supplémentaires qui leur ont été commandés, ou bien alors c'est vraiment principalement du sponsoring? Il y a plusieurs choses. Déjà, ça va bénéficier à la société française parce que ce 1,7 milliard, ça s'est traduit en emplois. Il a bien fallu les construire, il a bien fallu couler du béton, il a bien fallu apporter de la technologie, de la recherche. Et donc, il y a eu énormément d'emplois liés à cette phase de construction. Il y a des emplois liés à l'exploitation même pendant l'événement. Et puis, il va y avoir toute la dynamique qu'il va y avoir autour de ces équipements par la suite. Après, il y a effectivement du sponsoring, mais on se rend bien compte, par exemple, que l'approche du naming, on parle beaucoup de naming, c'est-à-dire la dénomination commerciale des équipements, on est dans une activité, une approche assez nouvelle en France. On n'est pas dans un rythme de croisière. Donc, ce n'est pas cette dimension-là qui est arrivée à maturité. Ça va être plutôt dans l'exploitation. Donc, on a des acteurs qui ont investi pour pouvoir exploiter les équipements. Et là, à ce niveau-là, on a probablement un problème de business model, d'organisation entre le propriétaire de l'équipement qui va chercher à le rentabiliser et puis l'exploitant, qui est la plupart du temps le club ou du moins le loueur. Et là, on n'arrive pas encore à trouver un bon équilibre. L'été dernier, il y a eu un bras de fer entre l'Olympique de Marseille et puis la ville sur le loyer de l'équipement. Donc on voit qu'on est sur une approche nouvelle, mais qu'on n'a pas encore trouvé le rythme de croisière. Une approche nouvelle, mais finalement c'est une problématique qui n'est pas directement liée à l'euro. Non, c'est une problématique qui est liée à la société. Et si je peux me permettre de compléter un petit peu ce que vient de dire Vincent, en 1998, on a construit un stade. Ça a eu des conséquences. La conséquence, c'est que le football français n'a pas pu correctement se développer et aspirer cette manne financière parce que les stades n'étaient pas réellement aux normes et pas accueillants. Aujourd'hui, nous avons construit des stades qui ne vont pas être seulement des stades de football. Donc c'est là où le business model a été adapté. Aujourd'hui, ce sont des sites de spectacle, en fait. Et on a même un problème à cause de ça sur une certaine pelouse. Donc voilà, je pense que la France commence à comprendre que le sport, c'est une économie. Et que dans la mondialisation actuelle, c'est peut-être l'une des plus fortes économies et que nous sommes en retard tout simplement, quoi. Nous avons des années-lumière de retard dans le fait de faire du business avec le sport.
Donc il y a une économie derrière, donc ça veut dire, Luc, tout de même, que l'Euro 2016 a un impact positif sur la croissance, en tout cas en amont. Alors ça, c'est très controversé. Donc c'est vrai qu'on aime bien, c'est surtout les hommes politiques, quand ils prennent la décision d'accueillir des grands événements sportifs, notamment les Coupes du Monde, ils aiment à dire que ça va être un surplus de croissance au niveau de l'économie. Bon, la plupart du temps, c'est vrai que la plupart des études qui sont faites a posteriori, c'est-à-dire avant l'événement, bon, souvent sont faites par des cabinets de conseil qui ont intérêt à grossir un peu les chiffres. Donc en général, il y a toujours un impact positif avant l'événement. Ce qu'on dit. Donc ça, c'est le chiffre qui a été donné par le Centre d'économie de droit et d'économie du sport de Limoges, qui situe à peu près l'impact économique en termes de croissance et de consommation, en termes de croissance à 1,3 milliard ou 1 milliard, un peu moins. Voilà. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des économistes qui sont penchés sur ce sujet. Ils ont analysé tout l'impact économique de tous les événements sportifs qui ont été dans le passé, etc. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en général, il y a très peu d'impact. Très peu d'impact économique en termes de surplus de croissance, etc. Il n'y a que 2 événements qui ont été vraiment, pour lesquels on peut dire qu'il y a eu un impact de croissance, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles et les Jeux Olympiques de Barcelone. Sinon, en général, il n'y a pas d'impact. Il peut y avoir un impact négatif, comme il en peut y Grèce, avoir un impact négatif, avec exactement, quand on regarde les Jeux Olympiques. Tout à fait. Mais néanmoins, je pense aussi que c'est peut-être lié au fait que les pays ne vont pas jusqu'au bout de l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a l'avant-compétition, il y a la compétition, et il y a après, et comment on utilise, comment on optimise. Transforme finalement. Non, mais là, on m'a posé la question précise, c'est l'impact en termes de croissance économique. Voilà. Après, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'autres impacts qu'il est beaucoup plus difficile à évaluer et qui sont peut-être plus importants. C'est aussi ça la croissance économique. Elle ne se mesure pas seulement sur la construction, la période de construction. Il y a peut-être aussi cette année un impact attentat aussi qui risque de jouer, parce que finalement, quels sont les revenus que l'on peut avoir? Il y a quoi? Il y a l'UEFA qui engrange déjà une certaine partie des gains. C'est pas nécessairement que l'UEFA, c'est la FIFA aussi pour la Coupe du Monde, c'est aussi le CIO. C'est-à-dire que ce sont les instances internationales qui organisent, c'est elles qui commercialisent les événements et elles choisissent un pays hôte. On ne joue pas sur les mots, là, on est vraiment sur ces notions-là. Et donc, ça peut expliquer beaucoup de choses, notamment les cadeaux fiscaux dont vous avez parlé dans le lancement. Ils captent une partie de l'argent, ils captent une partie des droits télé, des sponsors, et derrière, ils sont supposés redistribuer à leur fédération, à leurs membres. Donc après, on peut discuter, ils redistribuent trop ou pas assez, c'est un autre débat, mais c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a tout ce qui est lié à la billetterie et au tourisme lié à ces événements. Alors, quand on a envie de montrer que c'est un effet positif, effectivement, on peut montrer que à Saint-Étienne ou à Lens, qui ne sont pas nécessairement les villes les plus touristiques de France, eh bien, il va y avoir un impact sur le tourisme. Certes, c'est probablement vrai. Maintenant, sur des villes touristiques par essence, que peuvent être Paris, que peuvent être Toulouse, que peuvent être Bordeaux ou Marseille, là, il va y avoir effectivement des fans qui vont venir et qui vont prendre des nuits d'hôtel, etc. Mais il va y avoir aussi des touristes qui vont, par définition, éviter le lieu et aller ailleurs. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement toujours facile à démontrer. Alors justement, Luc, tout ce qui est impact extra-financier, parce que là, on y arrive, ça, vous l'avez beaucoup étudié. Ça, oui, un peu plus. Oui. Donc, de toute façon, comme vous le disiez, c'est-à-dire l'économie, ce n'est pas uniquement donc, l'argent, c'est aussi le bien-être. En général, c'est le bien-être. Donc, le bien-être, il dépend de l'argent, mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, les économistes, depuis un certain temps, s'intéressent donc à la mesure du bonheur, entre guillemets. Donc, en général, qui influe sur le moral des consommateurs et finalement sur la consommation. Voilà, on peut dire ça. Mais c'est vrai, quand on regarde l'ambiance dans les fan zones, dans les cafés, etc., on voit bien que l'impact principal donc, de l'organisation de ces grands événements, c'est sur le moral, entre guillemets, la joie, le bien-être, etc. Et ça, effectivement, c'est difficile. C'est ce qu'on appelle les effets intangibles qui sont très, très difficiles à évaluer. Mais pour moi, c'est essentiel. Et à la limite, c'est aussi c'est un choix politique. C'est-à-dire que plutôt que on finance bien l'industrie cinématographique en France, pourquoi on ne financerait pas une culture qui est plus populaire, qui est le football? Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est un choix. Mais c'est absolument pas critiquable. Et plutôt que de mettre le débat uniquement sur l'impact économique en termes financiers, le justifier comme ça, je pense qu'il faut arrêter ce genre de discussion et de regarder un petit peu
l'effet principal, c'est effectivement sur le bien-être, le bonheur et Alors justement, la cohésion sociale. si ça a un impact sur le bonheur, le bien-être, ça veut dire que les résultats ont une forte incidence finalement sur l'économie. Les résultats, oui, je pense. Je pense que quand nous sommes devenus champions du monde, ça a ramené quelque chose à la France, en cash, quoi, en fait. Je pense que... mais à l'inverse, à trop baser le moral des gens sur les résultats, justement, on arrive à avoir que des critiques, en définitive, et on finit par avoir des débats qui ne sont pas positifs autour de l'équipe, qui ne joue pas trop bien. Donc ça n'aide pas le moral du peuple. Hein. Je crois que ce sont d'abord les victoires. Quand on regarde les Irlandais, c'est pas uniquement ça. Les Islandais. Les Irlandais aussi. Et les Irlandais. Pas uniquement. Oui, mais ils savent très bien que leur équipe joue mal et finalement ils sont très heureux de la supporter, etc. En Irlande. Oui, non, d'accord. Mais pas le là, cas on en parle. France. C'est l'euro dont on parle. Oui, mais la joie de l'Irlande, elle sera toujours là. Elle est toujours là. Oui, mais bon. Ils n'attendent pas après une victoire. Voilà, Ils n'ont pas besoin d'une victoire. Mais bon, Et eux savent que la victoire, elle est quasi improbable pour eux. Donc, elle n'est que bonus. Voilà, je pense qu'on est dans... si on prend le cas de l'Islande aujourd'hui, l'impact est complètement différent que sur la France. Donc ça veut dire que l'impact est toujours différent, quel que soit le pays, parce que quelle que soit la mentalité, la culture, effectivement. Leur culture, leur mentalité, Après, leur histoire passée et récente. Bien sûr, voilà, c'est tout un mélange. C'est ça, c'est la société. C'est là qu'on voit que le foot, finalement, est bien rentré dans la société. Enfin, le foot, le sport. C'est un fait social. Est vraiment maintenant ancré dans les mentalités et dans les sociétés. Alors là, on a beaucoup parlé de l'euro. Il y a quand même une autre thématique que je voudrais aborder avant de conclure. C'est tout de même le Brexit qui a été la grande actualité ces derniers jours. Alors là, ça a quand même eu une incidence sur le monde du football. Alors il y a la livre qui a beaucoup baissé. De manière générale, d'abord concrètement, est-ce que ça change quelque chose au niveau du foot ? Aujourd'hui, là, demain, non. Mais dans les années qui vont arriver, oui. Parce que les clubs anglais ou britanniques auront plus de moyens pour recruter, mais moins de possibilités juridiques, on va dire, en fait. Il faudra être international. Enfin, voilà, ça va. Alors, ce qu'ils ont durci à un moment donné pour fermer un peu l'accès chez eux, ben, ils vont peut-être un petit peu l'assouplir, mais ça posera inévitablement un problème. Ça change quelque chose au niveau de l'économie autour du foot de manière un peu plus large ? C'est-à-dire que là, je pense que les Anglais viennent de prendre deux supercuts. Un au niveau financier avec le Brexit, et puis un autre avec un autre Brexit qui est à l'euro contre l'Islande, où là, ils ont quand même été, je pense, ils accusent le coup assez fortement. Alors, pour aller dans le sens de Bernard, effectivement, il y a des réglementations qui contraignent l'arrivée de joueurs étrangers, sauf pour les joueurs européens jusqu'ici, mais là, ça va changer. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que je pense qu'ils vont assouplir effectivement leur réglementation parce qu'ils ne vont pas se priver des meilleurs joueurs, mais ils ne vont pas pouvoir laisser tout ouvert pour tout le monde. Et ça peut avoir un impact positif pour eux, c'est-à-dire faire jouer plus de joueurs britanniques, et peut-être qu'à terme, bien sûr. Mais le rapport de force change. Bien sûr, c'est ça qui va changer, mais ça peut être aussi bien pour nous, parce que peut-être que nos joueurs, que nos internationaux, nos très bons joueurs partent, c'est pas très grave. D'ailleurs, c'est comme ça probablement qu'on a été champion du monde en 98, c'est-à-dire que nos meilleurs joueurs ont pu s'exporter. Mais on a aujourd'hui trop de joueurs qui partent trop tôt, un peu partout, et notamment en Angleterre. Donc, oui, ça va avoir un impact, mais probablement des impacts positifs et pour les Britanniques et pour nous. Pardon, moi j'y vois un autre impact. C'est l'ouverture sur d'autres marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la Chine qui arrive là comme concurrent, quoi. Donc, je pense que le futur Eldorado, de toute façon, on le sait, il est en Chine. Et je pense que le Brexit va accélérer cette tendance-là parce qu'ils sont capables aujourd'hui de donner des salaires que... Voilà. D'ailleurs, sur le dernier mercato, les Chinois ont investi quasiment autant que les Anglais. C'était déjà un signe avant-coureur. Ouais. Donc là, ils auront peut-être moins à investir parce qu'il y aura moins de concurrence. Donc vous voyez que tout ça effectivement, a une influence, quoi. Donc Luc, on voit vraiment qu'au niveau financier, ça change même au-delà de l'Europe, de l'Union européenne, et que finalement, même dans d'autres pays comme la Chine, etc., ça change
totalement le cadre des investissements. Je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose au niveau de la Première Ligue, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ils vont adapter leur législation pour essayer toujours d'attirer les meilleurs joueurs. Je pense que ça va avoir plus un impact au niveau des jeunes joueurs, puisque effectivement là, en dessous de 18 ans, effectivement. Donc l'effet ne sera peut-être pas économique, mais effectivement, ça risque de changer les choses. Et c'est vrai que bon, mais même s'ils sont à la tête d'une manne énorme, bon, ils vont avoir au moins dans un premier temps, ils vont avoir un peu moins de pouvoir d'achat. Mais bon, ceci dit, avec 2,5 milliards par an, on enlève 10%, on est déjà largement au-dessus de... Et je pense que ce sera en dessous de la Première Ligue que ça se jouera. Aujourd'hui, n'importe quel entraîneur de n'importe quel pays peut aller là-bas. Ce ne sera plus le cas là-bas. Parce que quand on observe la carte, ne serait-ce qu'au niveau des entraîneurs là-bas, c'est exclusivement des étrangers. Je pense que c'est à ce niveau-là que ces choses-là vont jouer. J'ai discuté avec un ami qui vit à Londres hier soir et il me disait qu'ils mettent en place un plan pour former les personnes d'origine africaine ou pakistanaise. Donc ils sont déjà en mouvement. Eh bien, ce sera le sujet d'un autre débat. On verra ça dans quelques temps. Merci à vous trois pour votre participation. Merci. Et quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans un prochain débat d'experts. À très bientôt.